salariés. Alors, je me tourne donc vers Emmanuel Setzer, et donc qui va nous parler de l'expérience de l'AGEFOS PME sur la région, notamment avec cette question de mobilité. C'est une question de mobilité subie ou voulue. De toute façon, on sait très bien que désormais, c'est dans un ancrage territorial qu'on va pouvoir, en tout cas pour des modestes niveaux de qualification, pouvoir les accompagner, et que pour ce faire, voilà, un petit peu d'anticipation pour permettre l'accompagnement ne fait pas de mal, bien au contraire. Merci. Avant de vous présenter l'expérimentation qu'on a commencé à mener sur le bassin dijonnais et qui s'étend un petit peu comme une tache d'huile sur une bonne partie de la Bourgogne, je voudrais revenir sur quelques éléments historiques qui ont fait évoluer les dispositifs de formation côté entreprise et côté du coup aussi salarié. On avait, avant la réforme de la formation continue, des outils, des financements spécifiques des entreprises pour former les salariés ou les futurs salariés. Mais l'action de ces fonds était centrée sur on accompagne l'intégration de nouveaux salariés dans l'entreprise ou on forme ces salariés qui sont déjà dans l'entreprise, via le plan de formation notamment. La réforme a modifié cette frontière de l'intervention des OPCA de façon importante, c'est-à-dire qu'on a vu arriver un positionnement beaucoup plus individuel de l'utilisation des outils de la formation continue, avec la création du DIF, droit individuel à la formation, mais aussi la mise en place d'outils pour professionnaliser les salariés déjà en place, comme la période de professionnalisation, qui reste certainement aujourd'hui encore l'outil le plus méconnu de la réforme. En plus, bien sûr, d'outils continuant leur existence, comme le congé individuel de formation ou le plan de formation de l'entreprise. Mais ça veut dire que cette réforme a pris en considération la nécessité de sécuriser les compétences des individus au service d'un collectif de l'entreprise, mais comme au service de la sécurité des individus pour eux-mêmes aussi. C'est-à-dire que les individus sont centrés beaucoup plus qu'auparavant comme étant acteurs et au centre des dispositifs de formation continue. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans les évolutions qu'on peut connaître en ce moment. Deuxième élément qui a vu modifier notre champ d'action, c'est la mise en œuvre, à titre expérimental dans un premier temps, puis qui maintenant commence à devenir faire partie des outils quotidiens des OPCA. C'est l'intervention sur le financement de formation pour les demandeurs d'emploi, à l'origine dans le cadre du CTP, du contrat de transition professionnelle, mais ensuite dans le cadre de la CRP, convention de reclassement personnalisé. Et là où on était parti seul OPCA au départ, en tant qu'OPCA Interpro, maintenant on est 7 autour de la table et il n'y a pas de raison qu'à terme l'ensemble des OPCA ne s'impliquent pas sur ce champ-là. Ça veut dire que dans notre métier, la frontière entre formation pour les salariés en place et la formation pour les demandeurs d'emploi, elle éclate. Ça veut dire aussi que dans notre culture, mon directeur national parlait plus de professionnalisation des actifs. Et je pense que demain, on arrivera là. C'est-à-dire que comment accompagner, avec l'ensemble des outils existants, la professionnalisation des actifs, quel que soit son statut. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des tuyaux d'ordre qui fonctionnent en fonction du statut de l'individu. Et ce qui, dans cette dimension de sécurisation ou de professionnalisation ou de parcours professionnel, de linéarité en tout cas de la professionnalisation de l'individu, peut parfois nous amener des ruptures, pas dans le parcours de la personne, mais dans les moyens mobilisables là-dessus. Alors, cette évolution, elle se matérialise aussi par le fait que le FPSPP, du coup, utilise une partie des fonds versés par les entreprises au profit de la professionnalisation des demandeurs d'emploi maintenant. Donc, je pense que ça, c'est important de le repositionner parce que du coup, ça montre que l'ensemble des acteurs travaillant sur cette notion de sécurisation des parcours amènent des acteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, parce que nous, on travaillait peu avec Pôle emploi, enfin voilà, à part sur les contrats de qualification qui sont devenus les contrats de pro, on ne faisait pas grand-chose ensemble. Là, maintenant, c'est complètement différent. On a d'autres outils comme la portabilité du DIF, comme l'APO, qui sont des nouveaux outils qui se situent plus à cette frontière-là. Voilà. Juste pour reposer cet élément qui me semblait important. Ce n'est pas l'objet de mon propos après, mais... Mais c'était un élément de transition entre l'intervention précédente et la vôtre, donc... Là, vous allez plutôt nous parler de gestion anticipée.
Voilà. des compétences et de l'emploi sur le territoire. Je vois que pour faire Gasset, vous avez un peu changé l'ordre habituel, mais ça va fonctionner. Voilà, on a un petit peu inversé. Alors, on est parti, donc cette expérimentation, elle a commencé, pour reprendre un petit peu l'histoire, en 2004. 2004, on n'était pas encore dans la crise, et pourtant la crise nous a rattrapés, et la question se pose de savoir quelle est toujours la pertinence de ce dispositif avec ce changement de contexte. Donc, la mise en place de Gasset a constitué... On est parti du constat suivant, c'est-à-dire qu'on avait des entreprises sur les territoires qui cherchaient des compétences et qui n'arrêtaient pas de nous dire on ne trouve pas la personne qu'on veut, personne ne veut plus venir travailler, les jeunes sont tous feignants, c'était ce leitmotiv-là, on en avait un petit peu marre de l'entendre, mais en tout cas, il était véhiculé par une bonne partie des entreprises. Et en parallèle, on avait des partenaires, et notamment le PLI sur le bassin dijonnais, qui nous disait, moi, à chaque fois que je vais voir une entreprise, si je veux passer un public éloigné de l'emploi et que je discute avec un chef d'entreprise, on voit sur mon front, voyez le beau personnel d'insertion que je veux venir vous placer. Et là, on s'est dit, il y a quand même un problème, c'est que si quelqu'un de l'insertion va parler à l'entreprise, on va voir que c'est son étiquette d'insertion. Or, si à un moment donné on décale de discours et qu'on commence à parler de compétences, peut-être qu'on arrivera à enlever cette étiquette de personnes éloignées de l'emploi ou de personnes bénéficiaires de minima sociaux ou autres. Donc, et puis parallèlement, notre problématique était de dire on a une bonne partie de la Bourgogne qui se situe quand même en zone rurale. Et on sait très bien que si l'entreprise veut trouver des compétences à l'extérieur dont elle peut avoir besoin, il faut qu'elle cherche sur une zone géographique qui ne soit pas trop étendue, parce que la mobilité géographique des individus, elle est quand même limitée. On en a parlé ce matin. Voilà. Comment est-ce qu'on fait avancer le PowerPoint ? Moi, je veux bien m'en occuper, mais... D'accord, pardon. Ça va mieux si je parle comme ça, voilà. Donc c'est clair que quand on demande à une personne qui vient de perdre son emploi ce qu'elle souhaite, premier temps, elle va nous dire je souhaite retrouver la même chose sur mon même territoire. Voilà. Et puis si c'est pas possible, ça va être quoi ? Ça va être dans certains cas changer d'emploi avec une mobilité professionnelle. Souvent cette situation-là est identifiée avant un changement de territoire. Pourquoi ? Parce que avec le travail des conjoints ou autres, l'ancrage sur les territoires est plus forte que... C'est pas forcément des freins culturels à la mobilité, mais c'est des freins effectifs posés par un environnement personnel et qui joue. Merci. Merci. On va avoir un effet d'apprentissage dans quelques instants, ça ira. Merci. Donc c'est clair qu'à chaque fois que l'approche métier marche, c'est la plus pertinente à mettre en place. C'est-à-dire que si on est sur une approche métier, on veut rapprocher sur le K1 et le K3 que je vous citais, on est sur j'ai un métier, je cherche où je peux vendre mes compétences à partir de là. Et donc ça, c'est l'approche la plus rapide qui marche le mieux quand il n'y a pas d'écart en termes de compétences et quand les territoires permettent d'y répondre. C'est aussi celle qui est le plus connue des acteurs qui interviennent dans le secteur de l'insertion aussi. Et du coup, quand elle peut se mobiliser, c'est celle qui est la plus rapide. Sauf que des fois, ça suffit pas. Soit parce que la personne est éloignée de l'emploi, soit parce qu'on vit une situation conjoncturelle qui nous fait vivre des difficultés de rapprochement en termes de compétences. Donc changer d'emploi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir, pour l'individu, comment mobiliser ses compétences acquises dans un autre contexte. Ou comment en acquérir de nouvelles, mais de savoir de quoi on parle et de quoi on part. Cette approche-là, on s'est rendu compte dans l'expérimentation qu'on a pu mener qu'elle n'est pas toujours évidente à mettre en place pour les acteurs qui accompagnent les publics. Mais elle n'est pas forcément non plus évidente à mettre en place côté entreprise, parce que l'entreprise sait très peu parler de compétences. Elle sait parler d'activité, elle sait parler de tâches, mais traduire ça en compétences derrière, elle ne sait pas trop bien faire non plus. Merci. Les difficultés en termes de mobilité professionnelle, c'est d'identifier les compétences détenues pour pouvoir en acquérir de nouvelles aussi. Et ça nécessite un temps qui, en général, n'est pas trop compatible avec les exigences de l'entreprise. L'entreprise, elle veut quelqu'un de compétent tout de suite. Elle veut quelqu'un de disponible tout de suite. Et
Et à chaque fois que moi on me pose la question de savoir quels sont les métiers porteurs, quelles sont les compétences porteurs, j'ai énormément de mal à dire ça parce que si on passe pas par un travail d'analyse concrète, on n'a pas les éléments, même nous au niveau des OPCA, la notion de métier pour des OPCA interprofessionnels, ça veut dire quoi? Dans une branche, c'est un peu plus de sens, mais sur l'interpro, on a du mal à avoir des indicateurs pertinents en termes de volume ou autre. Il faut quand même pourtant qu'on essaye d'anticiper, mais on ne peut pas anticiper sur des grandes masses et des grands chiffres. On sait on travaille beaucoup avec des TPE. Leur demander de prévoir les métiers dont elles auront besoin, ne serait-ce que dans 6 mois, c'est quasi impossible. Donc il faut qu'on trouve d'autres portes. Et donc on a travaillé sur le fait d'essayer de trouver d'autres raccourcis ou d'autres moyens de diminuer l'écart qu'il pouvait y avoir. On peut difficilement aussi, on l'a vu avec la conjoncture et son évolution, se contenter de travailler sur des prévisions d'emploi, parce que ça nous donne des grandes tendances. Dans certains cas, c'est effectivement pertinent, mais les revirements de tendance, on l'a vu par exemple sur le bâtiment, où à un moment donné, on disait ça y est, là, c'est bon, pof, la conjoncture revient vite en arrière. Donc du coup, on a essayé de mettre en place une approche qui servait pour nous d'amortisseur de risque. C'est pour permettre d'une part aux entreprises de disposer des personnes les plus adaptables, enfin en tout cas les plus proches des compétences dont elles avaient besoin, pour permettre aussi aux personnes qui étaient éloignées de l'emploi de se rapprocher le plus possible d'un tronc commun nécessaire pour pouvoir rentrer dans l'entreprise, parce que si l'écart est trop grand, la porte se ferme, enfin ne s'ouvre pas, c'est plutôt ça. Et permettre aussi à des territoires de modifier leur attractivité en pouvant bénéficier de compétences plus disponibles sur les territoires. Et puis du coup, pour les financeurs, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont au cœur de ce type de dispositif et de ce type d'expérimentation aussi, c'est comment diminuer le risque d'investissement. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de fonds dans la formation, tous autant qu'on est, les OPCA, mais la région, l'État ou autres aussi. Et à un moment donné, à quoi ça sert et quel est le rendu des financements apportés en bénéfice final. Donc le principe de Gasset, c'est il y a 3 triptyques. Enfin, il y a un triptyque, pardon. C'est d'aborder avec tous les acteurs, entreprises, acteurs de l'accompagnement et formateurs, une approche par les compétences, pour qu'à un moment donné, déjà sur un même territoire, on puisse parler le même langage. Du coup, pour pouvoir ouvrir aussi un champ de mobilité professionnelle. C'est-à-dire que là où des fois on peut se sentir coincé sur un métier, si on descend au niveau des compétences, là on retrouve de l'ouverture, on retrouve de la mobilité professionnelle, et soit parce que la conjoncture peut être difficile, soit parce que les compétences détenues peuvent être des fois relativement ténues, il faut à un moment donné pouvoir transposer les acquis dans d'autres contextes. Donc on a travaillé sur la base d'activités partagées, c'est-à-dire qu'on a recensé les besoins dans les entreprises. Au départ, les entreprises nous sollicitaient ou on allait les contacter pour voir quels étaient leurs besoins. En règle générale, plutôt immédiats, dans la mesure où une entreprise parlait des besoins dont elle aura besoin, enfin des choses dont elle aura besoin dans 6 mois, elle ne sait pas faire. Ou alors, quand elle le fait, elle est très imprécise et du coup, en termes de contenu, on n'a pas beaucoup de matière. Donc on a travaillé sur le recueil des besoins de ces entreprises en mettant en place un dispositif dont ce n'était pas la vocation première de Gasset, mais on a été obligé de le faire. C'était de répondre à ce besoin immédiat exposé par les entreprises. Quand une entreprise recherche des compétences, à un moment donné, ce qu'elle attend d'un dispositif, c'est qu'on puisse répondre tout de suite à ce besoin. Même si ce n'est pas la vocation finale de Gasset, c'est important à prendre en considération, sinon l'entreprise, elle ne nous confie plus rien comme matière pour pouvoir continuer à travailler sur des contenus. Donc on a travaillé avec les partenaires locaux pour pouvoir mettre en place ce circuit court, j'ai envie de dire. Mais parallèlement à cela, quand on a eu un volume suffisant de fiches de compétences, on a travaillé sur le tronc commun, les compétences partagées, pour pouvoir identifier si effectivement, voilà, entre les différentes fiches recueillies, on pouvait avoir, par grande famille de métiers, ou en dehors de tout cela d'ailleurs, des compétences plus ou moins systématiques, et à quel niveau. Et donc, voilà, on a défini des troncs communs d'activités pour pouvoir ensuite arriver à des troncs communs de compétences.
L'idée, c'est de travailler aussi sur la notion de transversalité. On est sur des territoires où chaque métier est particulier, mais n'empêche que comme la mobilité géographique des individus n'est pas fondamentale, il faut qu'on puisse transposer des compétences acquises dans un contexte dans un autre, avec le plus de fluidité possible. Avec l'idée aussi, du coup, de pouvoir anticiper sur ces troncs communs d'activité. C'est-à-dire que si on veut pouvoir rapprocher des publics en difficulté d'insertion du monde de l'entreprise, il faut que on n'attende pas d'avoir des besoins exprimés par les entreprises pour pouvoir préparer les publics. Donc avant qu'il y ait une offre d'emploi, à partir du moment où on avait défini ces troncs communs d'activité, on a expérimenté sur 4 troncs communs d'activité dans un premier temps, on a défini, on a demandé à des formateurs de travailler sur comment anticiper l'acquisition des compétences partagées. Sachant que l'entreprise est toujours prête à faire des ajustements, elle peut toujours rajouter, et là on a des dispositifs, nous en tant qu'OPCA, pour les accompagner, pour faire des dispositifs de formation plus courts dans l'emploi. Ça, on sait faire. Et donc on est plus sur des compétences de base, les compétences clés, ce qu'on a appelé les compétences comportementales ou compétences transversales, et les compétences techniques de premier niveau. Voilà. Dans ce dispositif de formation. Donc le schéma d'organisation est le suivant, c'est qu'on a fait un travail en trois groupes. Un groupe plutôt centré entreprise, où là on a travaillé avec les acteurs qui étaient en lien avec le monde de l'entreprise et qui donc du coup avaient cette finalité de pouvoir travailler sur le recueil des besoins des entreprises, définir des activités communes ensuite et construire ces référentiels d'activités partagées. Un groupe plutôt centré formation, donc avec plusieurs organismes de formation qui se sont mis ensemble pour travailler sur la mise en place de dispositifs, qui ont, eux, travaillé sur la construction d'un référentiel, travaillé du référentiel d'activité à un référentiel pédagogique, parce que là, il y a un travail de transposition à faire, et qui ont défini donc du coup des dispositifs modulaires de formation. L'idée, c'est que chaque individu venait avec des besoins spécifiques et donc devait pouvoir trouver une réponse individuelle dans un dispositif collectif aussi. Parce que sinon, un dispositif individuel, le collectif n'aurait pas les moyens de payer. Et puis, une approche avec les partenaires de l'accompagnement information-orientation. Pour que, pour les bénéficiaires accompagnés, donc demandeurs d'emploi, pour l'essentiel, il puisse y avoir une approche par les compétences, qu'on sorte, quand on est limité, de cette approche métier pour aller sur une approche compétences. Mais ça voulait dire, du coup, travailler sur une orientation élargie avec des prescriptions de parcours individuels, mais amener les individus à être, conscients des compétences détenues, et deux, pouvoir les accompagner, parce que là, on est sur un réel accompagnement, sur comment transposer ou travailler une transposition de ces compétences dans d'autres contextes. Voilà. Dans le dispositif de formation mis en place, on avait donc je vous l'ai dit tout de suite, en fait, on avait 3 champs investis. Un, les compétences de base, qui, selon les individus, ont pu être mobilisés ou pas, mais les compétences de base, les troncs communs de compétences liés au tronc commun d'activité, et les compétences, je dis entre guillemets comportementales, parce que c'est une terminologie, je souris, qui nous a beaucoup interpellés. Néanmoins, on sait que pour des publics éloignés de l'emploi, il y a toute une culture de l'entreprise qui fait que avoir un comportement adapté à la sociabilisation nécessaire pour rentrer dans l'entreprise, c'est fondamental. C'est ce qui fait que sur les premiers jours ou les premières semaines, la personne aura des chances d'intégrer un emploi et de continuer son parcours ou on sera sur un échec de placement. Voilà. Donc, cette expérimentation Gasset, elle a commencé en 2004. Elle s'est poursuivie. Elle a commencé avec le PLI, comme je vous l'avais dit. Ensuite, quand la Maison de l'Emploi s'est créée sur Dijon, la Maison de l'Emploi était notre partenaire privilégié sur les déclinaisons de ce dispositif. On était toujours là sur le bassin dijonnais. Et ça s'appelait la plateforme emploi du Dijonnais. On était sur donc des publics plutôt éloignés de l'emploi, etc. Mais cette phase-là, elle nous a permis de travailler avec l'ensemble des acteurs sur une modélisation du dispositif. C'est-à-dire qu'on a créé des outils, on a créé un mode de fonctionnement de réseau
Et à un moment donné, on a ressenti la nécessité de pouvoir modéliser ce dispositif. Et en parallèle, il faut savoir qu'au niveau régional, il y avait un travail de mener au niveau des partenaires sociaux dans le cadre d'un contrat d'objectif territorial sur les compétences, métiers et fonctions transverses. Et à un moment donné, le travail qu'on a mené sur le bassin dijonnais s'est trouvé interpellé par la réflexion menée au niveau de ce contrat d'objectif territorial. Et donc maintenant, on est dans une deuxième phase qui est d'utiliser la méthodologie mise en place pour la transposer sur d'autres territoires, en tenant compte, bien sûr, des particularités de ces territoires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un copier-coller entre ce qu'on a pu mettre en place sur Dijon et le transférer sur Nevers ou Auxerre ou autre. Hein. Il n'est pas question de ça, mais il est question d'utiliser un certain nombre d'outils pour pouvoir les mettre au service des particularités des territoires, tout en continuant de garder cette même logique de travailler sur les rapprochements et cette anticipation des besoins de rapprochement sur les compétences, sur une notion de transversalité. Quand je dis notion de transversalité, on peut être sur les métiers d'opérateurs de l'industrie. Là, on est transversal, ça peut être intersectoriel, mais ça ne veut pas dire forcément tertiaire. Hein. Voilà. Et donc là, pour l'instant, la transposition se met en place sur la Nièvre et sur le bassin d'Auxerre, toujours en partenariat avec les maisons de l'emploi, et sans doute début 2011 sur la zone de Châlons. Voilà.